Vous êtes un grand capitaine d'industrie sur le plan mondial, un investisseur avisé, et peut-être que ce soir vous allez nous parler des investissements en Europe, et enfin un citoyen engagé, notamment sur le plan français. Bonsoir à tous. Merci Eric. Vous avez fait deux choses en fait. Vous avez prononcé mon discours d'enterrement, parce que c'était beaucoup trop élogieux, mais ça fait assez plaisir, parce que c'est une occasion de l'entendre. Et ensuite, vous m'avez donné une copie impossible. Je pense que si on veut comprendre comment gérer son portefeuille, que si on veut comprendre quel est le potentiel de notre pays, on ne peut pas le faire bien si on ne regarde pas ce que le monde est en train de devenir. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait procéder en entonnoir, commencer par regarder très loin et très large, pour ensuite, en ayant essayé de comprendre ce qui se passait, aller de plus en plus près des sujets immédiats qu'on a à traiter. Et en réalité, si je trouve le monde d'aujourd'hui particulièrement passionnant, alors pas depuis 6 mois, mais depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, voire un tout petit peu plus, c'est parce que je pense que nous sommes en train d'assister à des ruptures séculaires et que l'histoire est en train de faire son grand retour, si elle avait jamais cessé d'exister. Nos générations ont vécu avec des postulats qui n'étaient en fait que des hypothèses assez fragiles. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, la génération de l'après-guerre qui a vécu dans un monde occidental qui conciliait la prospérité et la liberté, et dans lequel la démocratie a prospéré parce que la classe moyenne se voyait un avenir. La démocratie, c'est une invention assez récente. Quand on parle de démocratie anglaise ou de démocratie américaine, en sachant que nous sommes les derniers à être vraiment rentrés dans le cycle, malgré la lecture que nous avons de l'histoire, en fait, c'était des oligarchies. Regardez qui étaient les parlementaires américains ou qui étaient les parlementaires britanniques au XVIIIe et au XIXe. C'était l'oligarchie du moment. Ça n'était pas une véritable démocratie. La véritable démocratie, le suffrage universel, les institutions parlementaires telles que nous les connaissons, elles sont apparues progressivement et elles sont apparues portées par le fait que, comme la classe moyenne avait un intérêt à la stabilité, parce que cette stabilité s'accompagnait d'une prospérité qui lui permettait d'améliorer son sort, il n'y avait pas de raison de créer de grosses disruptions. L'Occident maîtrisait le capital, la technologie, les forces armées et l'éducation. Ça fait beaucoup de choses. Quand on regarde ce qui est en train de se passer dans le monde, tout est à l'œuvre en même temps. Il y a une force séculaire qui est en train de se mettre en marche, qui est la modification du climat. Historiquement, et nous avons été bien innocents ou bien bêtes de l'oublier, le climat a été un des principaux drivers de l'histoire mondiale. La plupart d'entre vous passent une partie de leurs vacances à visiter, soit dans les jungles, soit dans les déserts, des endroits qui ont été des cités prospères et qui aujourd'hui sont d'assez belles ruines à voir, et aucun d'entre nous ne se demande suffisamment fréquemment pourquoi on est passé de l'état d'avant à l'état d'aujourd'hui. C'est le changement climatique en général. Ce n'est pas un changement politique qui a fait pousser la jungle au milieu de l'Amazonie ou le désert là où il est aujourd'hui. Les forces climatiques sont à l'œuvre et elles sont en train de modifier la géographie mondiale de façon extrêmement profonde. 80% de la richesse mondiale étant concentrée à moins de 50 km des côtes, la multiplication des événements climatiques, la multiplication des tempêtes, des tornades, des ouragans, va avoir un effet, a commencé d'avoir un effet sur la répartition de la richesse et sur sa localisation. Ça signifie que l'histoire de l'humanité fait alterner des périodes de création de richesses fortes avec des périodes de destruction massive. Et nous sommes entrés dans une période dans laquelle nous aurons les deux. À la fois des destructions absolument massives, qui d'ailleurs sont déjà en germe, et des périodes des moments, des endroits de création de richesses à des échelles que l'on n'avait pas vues, comme dans toutes les grandes périodes de fracture de l'histoire de l'humanité. Le deuxième mouvement, qui est un mouvement à 1 ou 2 générations, qui est là aussi complètement sous-estimé et qui n'affecte pas du tout de la même manière l'ensemble des économies mondiales, c'est la démographie. Et la démographie dans l'ensemble de ses composantes. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement le nombre de naissances, c'est l'accroissement de la longévité, c'est le risque de pandémie. Il est plutôt possible ou vraisemblable, quand on regarde ce qui est en train de se passer en matière de biotechnologie, que si quelque chose doit se passer en termes de longévité, c'est plutôt une accélération qu'une diminution, c'est-à-dire une capacité à passer d'un trimestre à davantage. Ce qui signifie que les gens qui n'ont vendu que des rentes sont ruinés et que les gens qui, à l'inverse,
ont vendu des couvertures d'essai vont continuer à encaisser de la prime pendant beaucoup plus d'années que leurs hypothèses de départ, ce qui fait que les assureurs ont intérêt à avoir ce qu'on appelle des portefeuilles balancés. 9 des 11 ou 12 pays dans le monde dont la population décline sont situés en Europe. L'Europe est une zone qui est un isthme, le bout d'un continent. Et quand on regarde les forces démographiques autour de l'Europe, on voit très bien quel est le sujet principal à horizon 20, 30, 40 ans. C'est, comme dans toute arc électrique, le déséquilibre entre le Nord, Russie comprise, et le Sud. L'Afrique va voir sa population s'accroître au rythme de 30 millions de personnes par an sur les 30 ans qui viennent, auxquels il manque, selon les estimations, qui varient un peu, mais entre 4 et 6 millions de jobs par an pour les fixer sur place. J'ai un souvenir très vif, je l'ai déjà raconté plusieurs fois à certains d'entre vous, mais ça m'avait beaucoup frappé. La dernière fois que Lee Kuan Yew, qui avait été Premier ministre de Singapour pendant 35 ans, est venu en France, il m'avait demandé d'organiser un dîner pour lui avec une demi-douzaine de personnes. Et j'avais invité Jean-Claude Trichet. Il avait interrogé Jean-Claude qui était encore gouverneur de la Banque centrale, « Monsieur Trichet, quel est pour vous le principal sujet européen ?» Et Jean-Claude était parti dans une démonstration très brillante sur l'euro que Lee Kuan Yew a interrompu au bout de 45 secondes en lui disant « Monsieur Trichet, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre principal problème, c'est que la Méditerranée est trop étroite. Vous oubliez la démographie. » Et il avait visiblement, et c'était bien avant les vagues migratoires, hein, c'était 2 ans et demi ou 3 ans avant sa mort. Donc la démographie va façonner l'avenir du continent européen, qu'il le veuille ou non. Parce que quand 9 de la douzaine de pays qui perdent de la population sont en Europe, et quand à la frontière de l'Europe, il y a la zone démographique la plus vibrante du monde, on voit très bien que la discussion politique sur la sécurité et les réfugiés n'est que l'extrême pointe de l'iceberg. Le troisième facteur qui est à l'œuvre, c'est la combinaison de la technologie, de l'éducation et de la disposition du capital. Ces mécanismes-là qui, depuis que l'histoire de l'humanité a commencé, ont toujours été à l'œuvre sur les périodes de moins d'une génération, se sont considérablement modifiés en 25 ou 30 ans. La chute du rideau de fer a été à la fois une formidable victoire politique pour l'Occident et un formidable challenge économique et social parce qu'elle a instantanément ouvert, entre guillemets, à la compétition des zones, des pays, des marchés qui n'y avaient pas accès auparavant et nous nous sommes donc créés nos propres compétiteurs. L'extrême bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en sont saisis avec beaucoup d'intelligence. Le challenge à court terme, c'est que comme nous nous sommes entre-temps légèrement endormis, eh bien, ce sont aujourd'hui des concurrents sérieux, très sérieux, qui, dans un certain nombre de cas, bénéficient d'effets d'échelle que nous n'avons pas et qui, par conséquent, vont, dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de cas, continuer de venir nous tailler des croupières dans les années qui vont venir. Comment assurer une capacité de ces sociétés à transformer, entre guillemets, les qualifications de ceux qui en font partie et qui n'ont pas toujours l'accès aux clés de compréhension, à un moment où jamais la transformation des exigences de savoir n'a été aussi forte. Donc il y a une réflexion qui est quels sont les savoirs impérativement nécessaires pour mettre l'ensemble de ceux qui composent la société, et en particulier les plus défavorisés, en situation d'accéder à cette boîte à outils dans des conditions raisonnables. Et si je veux vous provoquer un peu ce soir, je vais refaire ce que je fais souvent à l'Institut Montaigne quand on discute de sujets d'éducation. Démontrez-moi que le fait de savoir écrire est encore nécessaire, parce que je n'en suis pas convaincu. En revanche, je pense que le fait de savoir coder le devient de plus en plus. Parce que l'écriture, après tout, c'est ce qu'on a fait quand on a arrêté de faire des tablettes dans le marbre comme les Romains et quand on a arrêté de faire des enluminures. C'était une modernisation par rapport au mode de conservation du savoir précédent, mais ça n'était qu'une étape. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, regardez vos enfants ou vos petits-enfants,
Regardez la fréquence avec laquelle ils se servent d'un stylo. Ils ne se servent pas d'un stylo, ils se servent de leur pouce. Et quelquefois de leur index. Si on a ça en tête, il faut ensuite sécurité, économie, éducation. Regardez quel est le bon niveau de réponse pertinente. Et là aussi, il faut sortir des postulats qui sont que les gouvernances inventées au XIXe siècle, voire un peu avant, restent les modes de gouvernance qui vont être pertinents pour faire fonctionner une société qui n'a plus forcément les mêmes impératifs et les mêmes codes. Les États tels qu'on les connaît, alors Henry Kissinger dirait les États européens, c'est une création post-westphalienne. C'est vrai, hein? Est-ce que cette construction post-westphalienne est encore pertinente aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les États définis par une langue, des frontières et un corps de loi, c'est encore le corps de réponse pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de gouvernance plus efficaces et plus élaborées? Interrogez-vous sur les raisons pour lesquelles, dans à peu près toutes les démocraties, les États centraux sont devenus assez impopulaires, mais les villes et les maires de villes sont toujours populaires. Interrogez-vous sur le regain régional. Interrogez-vous sur l'émergence des ONG. Il y a des formes de gouvernance qui permettent, interrogez-vous sur l'émergence, entre guillemets, des communautés dématérialisées. Parce que les ONG, après tout, c'est souvent des communautés dématérialisées, comme on dit maintenant. Les formes de gouvernance d'avant ne sont pas forcément les formes de gouvernance qui seront nécessaires pour demain. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont toutes achetées à la poubelle, mais ça veut certainement dire qu'on doit se réinterroger sur ce qu'est leur mode d'organisation et les objectifs qu'elles peuvent se fixer. Expliquez-moi comment, avec 60 millions d'habitants, ou 62, même si nous sommes démographiquement un peu plus dynamiques que les voisins autour de nous, expliquez-moi comment on fait pour résister aux mécaniques que je vous ai décrites si on reste tout seul. C'est une illusion. Relisez l'histoire et relisez l'histoire de ceux qui n'ont pas réussi à s'entendre pour défendre leur modèle. On sera rayé de la carte. Donc sur ces sujets, la réponse ne peut être qu'européenne. C'est la même chose sur les sujets économiques. Nous avons besoin d'un marché de capitaux européen, nous avons besoin d'une monnaie européenne, nous avons besoin d'un système de taxation européen qui converge. Ça ne veut pas dire au niveau français, hein. Ça ne veut pas dire qu'on impose notre système aux autres, c'est quelque chose que Bercy va mettre un certain nombre d'années à comprendre, mais ça veut dire qu'on a intérêt à une véritable convergence si on veut bénéficier de ce qu'est vraiment le potentiel d'un marché unique. C'est vrai aussi en matière d'éducation. On était dans une politique folle en matière d'université qui consistait à refuser l'évidence, c'est-à-dire la recherche de la méritocratie et de l'excellence. Moi, je me souviens d'une des dernières choses, là aussi, c'est Lee Kuan Yew, qui est un personnage que j'ai trouvé absolument fascinant. Une des dernières choses que je l'ai entendu dire, ça a été « Il va falloir que vous, occidentaux, vous m'expliquiez comment vous faites pour conserver vos démocraties si votre système politique n'est pas méritocratique ». Observation intéressante. La nécessité de réformer notre droit du travail, la nécessité de réformer notre fiscalité, la nécessité de contenir la dépense publique, la nécessité de réformer la formation professionnelle, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire parce que c'est bien, ce sont des choses qu'il faut faire si nous voulons juste survivre. C'est nécessaire, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit suffisant. Et le délai pour le faire est inférieur à 5 ans. Alors, il se trouve que les choses commencent à bouger. Je pense qu'il faut le reconnaître et qu'il faut plutôt essayer d'aider et d'accompagner le mouvement parce que les alternatives ne sont pas plaisantes et pas brillantes. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer en Europe, peut-être avons-nous une relative chance historique. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut reconnaître aux banquiers centraux le fait qu'ils ont bien géré les suites de la crise financière à travers laquelle nous sommes passés, même si derrière, comme toute médication qui dure trop longtemps, il y a des effets d'accoutumance et des effets d'empoisonnement, et les deux d'ailleurs vont ensemble, en réalité, ça ne va pas du tout vous faire plaisir. Ils ont réinventé une forme beaucoup plus douce de ruine des rentiers. Ils sont passés de la mort violente du rentier, qui était en général soit la guerre, soit la banqueroute, soit l'hyperinflation, à l'euthanasie douce, qui sont les taux nuls ou négatifs pendant assez longtemps. Ça, c'est une vraie euthanasie des rentiers. Parce que, par définition,
le capital sage rapporte moins qu'avant. C'est même doublé d'un truc encore plus intéressant qui n'est pas dû à eux, mais qui est dû à la transformation du monde, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc les banquiers centraux ont géré ça à peu près bien, et on est dans une période dans laquelle on est en train de retrouver un petit peu de croissance, probablement plus d'ailleurs que ce qui est mesuré par les indicateurs classiques, parce que la productivité est aujourd'hui incroyablement mal mesurée. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse de la stagnation séculaire. Je ne crois pas du tout à la thèse de Larry Summers, qui explique que nous sommes dans une stagnation séculaire de la productivité. Il n'y a qu'à regarder un instrument comme celui-là pour mesurer les progrès de productivité absolument phénoménaux qu'il a fait faire. Et ça n'est pas parce que quelque chose ne coûte plus cher qu'il ne doit pas être mesuré. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des choses incroyablement sophistiquées pour presque rien. On peut démarrer des activités nouvelles à des coûts extraordinairement faibles. C'est pour ça que je suis ni Juncker ni Macron. Je pense que l'immense mérite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir posé une copie. C'est la première fois, en fait, depuis plus de 30 ans, qu'un dirigeant européen, Schäuble avait posé une copie il y a un peu moins, mais en tout cas qu'un dirigeant français pose une copie claire sur l'Europe. Et les 10 points qu'il a mentionnés, on peut être d'accord ou pas d'accord à 100%, d'accord à 80%, d'accord à 60%, d'accord à 40%, mais il a l'immense mérite d'avoir posé une copie et fait une proposition. Alors ensuite, elle va être discutée, démantelée, modifiée, etc. Mais au moins, il y a une base de discussion pour savoir les sujets sur lesquels on va avancer. Et si vous lisez d'ailleurs, vous verrez qu'on retrouve une partie des thèmes que j'ai évoqués. Donc on a cette chance qui est, oui, on peut accélérer notre potentiel. C'est-à-dire, si on fait rapidement les réformes qu'on a besoin de faire, si on arrive à redonner un certain dynamisme à la construction européenne, et il faudra simplifier la gouvernance. Oui, il faudra sans doute une Europe à plusieurs vitesses. Il faudra d'ailleurs s'interroger sur qui partage nos valeurs, parce qu'il y a aux marges un certain nombre de pays qui font des choix qui ne sont pas des choix complètement démocratiques. Moi, j'ai un sujet avec la Pologne et avec la Hongrie, parce que ces systèmes sont en train d'évoluer, au moins en ce moment, vers des valeurs qui ne sont pas complètement les nôtres. Et je pense qu'il faut savoir le dire de façon extrêmement claire. La deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ne se passe pas, entre guillemets, ou beaucoup de choses se passent ailleurs que dans le seul univers des valeurs cotées, et beaucoup de choses se passent qui, aujourd'hui, bouleversent complètement ce que peuvent être les analyses sectorielles. Dans chaque secteur, vous avez probablement un tiers des boîtes qui sont déjà mortes sans le savoir, un tiers des boîtes qui, au mieux, vont vivoter, et un tiers des boîtes qui vont se réinventer. Celles qui sont mortes seront remplacées par d'autres. Jamais on a vu aussi rapidement des gens de moins de 30 ans créer des propositions de business qui attirent 1 milliard de clients en moins de 10 ans. C'est bien qu'il se passe quelque chose. Airbnb était la première société hôtelière du monde sans posséder aucune chambre d'hôtel. Alibaba est la première, le premier, entre guillemets, marchand, le premier site marchand du monde sans avoir le moindre stock. Doit se passer quelque chose quand même. Doit se passer quelque chose. Uber est la première compagnie de taxi du monde sans posséder un taxi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un truc très simple, c'est que les méthodes de valorisation classiques sont largement mortes. Et que ça n'est pas parce que des gens ont des actifs physiques au bilan certifiés par leurs experts comptables que ces actifs valent ce qu'est la valeur au bilan. Certains actifs ne valent plus rien, certains actifs valent beaucoup plus cher que ce qu'on pense, et certains actifs ne sont même pas sur le bilan. Pourquoi? Parce que, donc, comme dans toutes les périodes de fractures historiques, vont coexister une immense destruction de richesse avec une immense création de richesse. Regardez les périodes de rupture, toutes les fortunes qui sont devenues des mythes. Les Médicis et les Fugger sous la Renaissance. Les Rockefeller, les Rothschild, les Mellon, les Morgan, au moment de la révolution industrielle et d'infrastructure aux États-Unis. Toutes ces fortunes incroyables se sont faites sur des points de rupture, sur les énergies nouvelles, sur les services nouveaux, sur les formes de déplacement de richesse nouvelles. Les Gates, les Zuckerberg, les Bezos, les Ma, c'est la même histoire. C'est toujours la même histoire. Et donc,
quand vous vous intéressez au commerce, regardez plus que les seules valeurs cotées. Cette période est formidable parce que rien n'a jamais été aussi asymétrique. C'est-à-dire jamais ceux qui sont petits et géniaux n'ont eu autant de chance. Jamais ceux qui sont gros et paresseux n'ont été aussi menacés. Et c'est une histoire formidable parce que c'est juste la répétition à vitesse accélérée de ce qu'est l'histoire de l'humanité depuis le début. J'arrête. C'était une très très belle copie, Henri, cher président.